nommé le 21 novembre 2019. Conférence de presse, déclaration liminaire. A. L'amélioration du cadre électoral. Par lettre, en date du 14 novembre, le ministre de l'administration territoriale a invité une délégation de l'ANSEE à prendre part à son cabinet le mardi 19 novembre 2019 à la première réunion de ce qu'il appelle le comité de suivi de l'organisation des élections. Dans son réunion, au début de la rencontre, le ministre Payadoa Boukessi déclare que, je cite, est de permettre aux partenaires politiques de partager les informations sur les préparatifs de l'élection présidentielle, expliquant que la CENI et le ministère de la Sécurité feront à tour de rôle, chacun en ce qui le concerne, le point sur l'action de l'élection présidentielle de 2020. L'ANC, le CAR et la CDPA ont demandé que la réunion qu'ils considèrent comme importante puisse intégrer dans son ordre du jour les préoccupations relatives à l'amélioration du cadre électoral qu'ils ont déjà exprimées notamment par courrier, aussi bien au ministre lui-même qu'au chef de l'État. Le ministre n'a pas accédé à cette demande. Les trois partis de l'opposition ont repris la parole pour expliquer les raisons de leur demande, sans succès. Le CAR, l'ANC et la CDPA ont en conséquence la réunion. Le 21 novembre 2019, le secrétaire général du parti au pouvoir, RPT-UNIR, M. Acholi de l'Assemblée nationale, comptant le retrait des trois responsables de l'opposition dans une intervention sur Radio France Internationale RFI, déclare que ces départs ne peuvent s'expliquer parce que les textes que ces responsables de l'opposition contestent sont les mêmes que ceux qui ont permis à certains d'entre eux de se faire élire députés et maires. C'est un énorme mensonge. Jean-Pierre Fabre, puisque c'est lui qui est visé, a été élu député en 2007 et en 2013, puis maire le 30 juin 2019. La Constitution et le Code électoral viennent d'être modifiés. La Constitution a subi des amendements sur les 29 articles. Le 8 mai 2019, a été modifié le 5 novembre 2019. Sont postérieures aux élections à l'issue desquelles Jean-Pierre Fabre a été élu député et maire. Quand un responsable aussi important du parti au pouvoir est atteint d'une amnésie qui le contraint à exprimer des inexactitudes aussi grandes, c'est tout simplement pathétique et dangereux pour le pays. L'ANC considère qu'une amélioration du cadre électoral est indispensable pour que les prochaines élections soient transparentes et équitables. Il ne veut pas servir de faire-valoir dans un simulacre de discussion destiné à abuser l'opinion nationale et internationale. Il est de notoriété publique que les élections qui se déroulent au Togo depuis
la réinstauration du bipartisme en 1990 se caractérisent toutes par des fraudes massives qui manifestent la volonté du régime en place d'empêcher par tous les moyens l'alternance au pouvoir. L'opposition se retrouve cantonnée dans un rôle d'accompagnateur. Pour enlever aux élections organisées au Togo le caractère de formalité, il est impérieux d'améliorer le cadre électoral en profondeur par un consensus opéré lors de discussions pouvoir-opposition qui réglerait notamment les préoccupations majeures suivantes exposées aux facilitateurs de la CEDEAO lors du dialogue intertogolais en 2018, à la démission électorale des Nations Unies au Togo, dirigée par Akenyemi Adégola, à la mission conjointe ONU-CEDEAO conduite par Mohamed Ibn Chambas, courant novembre 2019. Le fichier électoral. Toute élection pose d'abord et avant tout sur un fichier électoral crédible. Le fichier électoral du Togo n'est pas fiable. Tous les rapports d'observation électorale de l'Union européenne mentionnent qu'il est à 75% participation sur témoignage. Il a subi de lourdes manipulations visant à permettre au pouvoir en place de sortir vainqueur de tout scrutin. Il est gonflé dans les zones que le parti au pouvoir considère comme ses fiefs et réduit à des zones qu'il estime. Les suspicions sérieuses qui pèsent sur l'état du fichier se trouvent renforcées par le refus de la CEDEAO de remettre à l'opposition, malgré les multiples relances, le résultat de cette institution réalisé en 2018 à Saint-Denis. Un recensement électoral sérieux s'impose donc. 2. La composition de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et ses démembrements. La CENI est l'institution chargée de l'organisation des élections. Sa composition, qui est politique, est déterminée par la représentativité des forces politiques. Seuls les partis représentés à l'Assemblée nationale peuvent en être membres, selon le code électoral. L'opposition qui n'a pas pris part aux dernières élections législatives en raison du non-respect de la feuille de route de la CEDEAO, qui prescrit des formes du cadre électoral avant l'élection, n'y est pas présente. Or, les dernières élections locales montrent que l'opposition extra-parlementaire est plus représentative que l'opposition parlementaire. Cela doit se refléter dans la composition de la CENI et ses démembrements. C'est donc impérieux de recomposer la CENI avant tout scrutin. 3. La composition de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est partisane. L'opposition n'a de cesse de réclamer sa position consensuelle pour en garantir l'impartialité. Au cours du dialogue de 2018, sous l'égide de la CEDEAO, l'expert constitutionnaliste commis par Léo a proposé une nouvelle composition de la Cour constitutionnelle. Depuis le 8 mai 2019, l'Assemblée nationale a modifié au cours de la révision de la composition de la Cour constitutionnelle, mais jusqu'à présent, soit plus de 6 mois après la révision de la Constitution, la Cour constitutionnelle n'a pas été remaniée pour être conforme à la Constitution. Elle continue de fonctionner dans sa composition d'avant la révision constitutionnelle. C'est ainsi qu'elle a rendu public tout dernièrement un avis sur la période au cours de laquelle le scrutin présidentiel de 2020 doit se dérouler. Au cours du comité de suivi, en guillemets bien entendu,
du 19 novembre 2019 avec le ministre de l'Administration territoriale, l'ANC a encore évoqué sa préoccupation relative à l'inconstitutionnalité de la composition de la Cour constitutionnelle. Ce faisant, l'avocat du gouvernement, un des députés nommés en décembre 2018, qui pourtant se défend d'être répété, a expliqué le ridicule que la Cour constitutionnelle actuelle doit terminer son temps d'être recomposée. Une telle position, si c'est celle du gouvernement, est absolument absurde. La loi est d'application immédiate, surtout la Constitution. Comment dire qu'une institution qui est supprimée et qui, en conséquence, n'existe plus, termine son mandat? De plus, compte tenu de l'abrogation de l'article 155 de la Constitution qui permettait, dans la Constitution modifiée à l'Assemblée nationale, de remplacer le Sénat pour la nomination des membres de la Cour constitutionnelle, en attendant la mise en place du Sénat, la Cour constitutionnelle ne peut pas être modifiée sans la mise en place du Sénat qui doit nommer deux de ses membres. La seule manière de surmonter le blocage actuel est la tenue de discussions entre le pouvoir et l'opposition. 4. Les votes spéciaux par procuration et anticipation. Les votes spéciaux, les votes par anticipation des forces armées et de sécurité, ainsi que les votes par procuration, constituent pour le régime en place une occasion de procéder à des votes multiples. Les missions d'observation électorale (MOE) de l'Union européenne ont toujours dénoncé ces votes spéciaux et préconisé leur suppression pure et simple. L'authentification du bulletin unique. Les votes ont toujours lieu à de massifs bourrages d'urnes. Pour authentifier le vote, c'est-à-dire pour vérifier que le bulletin provient du bureau de vote où le vote est émis, il est indispensable que chaque bulletin porte la signature de 3 membres du bureau de vote concerné, tirés au sort. Le pouvoir en place est toujours opposé à cette mesure parce que c'est la seule manière d'empêcher le bourrage du vote. Des résultats bureau de vote par bureau de vote. Il existe une grande différence entre les résultats des bureaux de vote et ceux publiés par les CEI. La seule solution pour empêcher la manipulation des résultats par les CEI, c'est l'affichage et la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. 7. La loi sur la liberté de manifester. On ne peut organiser des élections crédibles si l'opposition est privée de sa liberté de s'exprimer de manière significative sur le processus électoral. C'est-à-dire de sa liberté de manifester pour réclamer la transparence et l'équité de l'élection. La dernière modification de la loi sur les manifestations restreint fortement la liberté de manifester. Pour les Nations Unies, les dernières modifications constituent une violation des droits humains. Elles doivent être purement et simplement annulées. 8. Vote des Togolais à l'année. Le gouvernement vient de modifier dans la précipitation le code électoral, en incluant, selon lui, des dispositions qui prennent en compte le vote de l'extérieur. Or, selon cette nouvelle loi électorale, seuls peuvent voter les Togolais qui, en plus de leur pièce d'identité, disposent d'une carte consulaire délivrée plus de 6 mois avant le vote. Ceux qui aujourd'hui n'ont pas la carte consulaire ne peuvent pas. Le scrutin est lieu dans moins de 6 mois. Il s'agit là d'une mesure
discriminatoire. De plus, le vote ayant lieu dans les ambassades, donc dans la capitale, ceux qui habitent en province ne peuvent y prendre part, à moins de se transporter dans la capitale. Il est donc impérieux de modifier la loi pour permettre au plus grand nombre de voter ou remettre son entrée en vigueur à plus tard. En guise de conclusion, pour la partie consacrée à l'amélioration du cadre électoral, les préoccupations ainsi que beaucoup d'autres méritent d'être réglées au cours de discussions ouvertes dans les meilleurs délais. Pour conférer à la présidentielle de 2020 les caractères de transparence, d'équité et donc d'acceptabilité. Grand B. Les incendies des marchés de Lomé et de Cara. C'est dans ce contexte de tension préélectorale, marqué par la volonté du pouvoir en place d'organiser unilatéralement l'élection présidentielle de 2020, que M. Mohamed Loum, le principal témoin dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Cara, se rappelle à notre bon souvenir. Début novembre, Mohamed Loum se présente à Monseigneur Kojo, à qui il répète, comme au confessionnal, des affirmations qu'il avait exprimées lors de sa démarche en prison à Cara, à Lomé et à Cara, et à sa sortie de prison en février 2018, après 5 ans. Mohamed Loum affirme, avec force détail, les accusations portées contre les autorités togolaises. Il renouvelle ces affirmations selon lesquelles les incendies des marchés de l'Okara, qui ont tout marqué notre pays en janvier 2013, causant d'importants dégâts matériels et financiers et semant la mort, la désolation et la baisse dans les familles, sont l'œuvre des autorités togolaises qui les ont planifiés et exécutés pour détruire l'opposition togolaise et la société civile regroupée à l'époque au sein du collectif Second le Togo, CSP. Les dénonciations graves proférées par Mohamed Loum provoquent l'effroi et le dégoût. Les personnes mises en cause font partie de la crème du pouvoir RPT unir. Selon Mohamed Loum, le plus haut sommet de l'État est également impliqué. L'ANC exige le dédommagement de tous les sinistrés, la levée des inculpations et de l'indépendance pour la vérité sur cette affaire, ainsi que les circonstances du décès d'Étienne Garen. L'Alliance appelle au peuple togolais pour qu'il redouble d'ardeur dans sa lutte de libération du joug du régime coupable des atrocités dont l'accuse Mohamed Loum. L'ANC remercie le peuple togolais de tous ses efforts. Il lui demande de poursuivre et d'intensifier la mobilisation en vue de contraindre le pouvoir pays à organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Pourquoi il invite toutes les populations togolaises à prendre part aux manifestations proclamées par le Front citoyen Togo-Debout les 23 et 27 novembre 2019. Fête à Lomé le 21 novembre 2019, le vice-président Patrick Losson. Je vous remercie.